Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a quelques fidélités à son actif, quelques liens forts liés avec des créateurs qui, film après film, ont fini par faire partie de nous, à se creuser une petite niche dans nos cœurs de cinéphiles, et ça ne surprendra aucun de ceux qui nous suivent depuis longtemps si je vous dis que parmi eux se trouve un certain Clint Eastwood, qui si parfois nous nous sommes un peu mal compris, comme par exemple lors de la sortie du 15h17 pour Paris, nous ravit quand même régulièrement, et c'est donc avec un enthousiasme intact que nous attendions La Mule, son nouveau film qui signe par ailleurs son retour devant la caméra, dont on va causer avec un trio de contrebandiers de la critique réunis ici dans le tout nouveau studio Virginie Despentes de Binge Audio. David Honora, salut David. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Présent chef. Ah très bien. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est Nos Ciné, épisode 171 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. J'ai failli t'appeler David Moïsaki, espèce de combinaison de David Honora et de Stéphane Moïsaki. C'était un peu mon fantasme, quelque part, on peut le dire. Wow. Fantasme radiophonique personnel. La Mule, c'est donc l'histoire de Earl, incarné par Clint himself. Earl, qui est un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale, âgé de 90 ans, et qui est par ailleurs dans une merde financière noire, acculé par les dettes, et qui décide de se refaire en acceptant un job des plus risqués. Chauffeur pour le compte d'un cartel de la drogue mexicain, chargé de faire la navette à travers la frontière en trimballant évidemment de la dope, ce qui va le mettre certes à l'abri un tout petit peu financièrement, mais également dans l'embarras lorsque les autorités américaines vont se lancer à ses trousses. Family's the most important thing. Don't do what I did. I put work in front of family. I thought it was more important to be somebody out there than the damn failure I was in my own home. This is the last one. For what it's worth, I'm sorry for everything. Évidemment, je me suis trompé. C'était vétéran de la guerre de Corée, pas de la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est assez près en termes historiquement, en termes temporel, mais c'est plus simple comme ça. Voilà. Donc, c'est Eastwood qui réalise. On l'a dit. Au casting, il est accompagné par Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Diane Wiest. Je sais pas comment ça se prononce. W-I-E-S-T. Wiest. Diane West. Diane West. Diane West, juste West, ok. Ou encore Michael Peña. À votre avis sur cette mule, les amis? Donc Julien Dupuis n'est pas là, donc il ne pourra pas prendre la parole en premier. Je suis un peu décontenancé. Ce sera donc David Honora qui va se lancer. Ouais, j'allais compléter au casting, il y a aussi sa fille qui... Tout à fait, il y a sa fille qui apparaît à l'écran, évidemment. Qui joue sa propre fille. Oui. Et c'est très méta. C'est très méta. Bah, de toute façon, c'est un film. Alors, c'est intéressant. C'est du coup son retour, comme tu le disais, devant la caméra, un certain nombre d'années après. Enfin, en tout cas, c'est son retour devant sa caméra. Devant sa propre caméra. Oui, après Gran Torino, sachant qu'il avait entre-temps joué dans un film de baseball, s'appelle Seconde Chance, Une Nouvelle Chance. Justin Timberlake. Voilà, qui n'était pas forcément pas ouf. Inoubliable comme film. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même des liens justement avec Gran Torino, à la fois parce que c'est le même scénariste, un mec qui n'a pas fait grand-chose entre-temps d'ailleurs, et puis que même le personnage... le personnage de Clint Eastwood dans les deux pourrait être assez semblable. Enfin, ça serait pas complètement aberrant que ça soit une prolongation du même gars, en tout cas dans cette vision du vieil américain avec un peu irascible et qui par d'autre côté s'en bat complètement les couilles de pas mal de choses. C'est un film qui, on en parlait avec Yannick, on était ensemble à la projection avec Yannick Dahan, qui est très différent de sa bande-annonce. Et en fait, je trouve que la bande-annonce vend un film assez sombre. On s'attend à un truc un peu dark, un sur peu crépusculaire. Le vieux papy. C'est aussi lié sans doute à l'âge d'Eastwood et au fait qu'on a toujours l'impression que ça va être son dernier film. Et vraiment, c'est pas du tout le mood du film, qui est un film
avec un ton plutôt léger, assez marrant. Enfin, on rigole pas mal, notamment sur le fait que il joue donc le personnage d'un retraité un peu par la force des choses. C'est un jardinier qui a un business de plantes délicates, Il est horticulteur. Ouais, voilà, un horticulteur un peu d'élite qui fait des concours de fleurs. Et je cherche le nom de la fleur. Et c'est un lys. Des lys, ouais. Les lilies, machin. Et du coup, parce qu'il a des problèmes d'argent et parce que il est un peu en compétition dans sa famille avec son ex-femme et sa fille qui lui en veulent beaucoup, notamment de ne pas être venu au mariage de sa fille. Il essaye de racheter un peu le cœur de sa petite fille. Et il va trouver un moyen simple de se faire de l'argent, c'est de faire passer de la drogue parce que justement en tant que retraité qui conduit sans faire aucune infraction, personne se soucie de lui et en gros il arrive à traverser les États sans encombre. Et ce qui est assez marrant, c'est que du coup il surjoue le personnage qui correspond, je pense, à une sorte d'idéal de l'américain vu par Clint Eastwood, qui est en gros l'américain qu'il faut pas faire chier. C'est-à-dire que c'est l'idéal politique d'Eastwood est comment dire, fondé sur cette volonté de se débarrasser un maximum de l'État et de se faire dicter le politiquement correct par aucune instance que ce soit. Et c'est vraiment libertarien, comme un libertarien total. Au sens américain, pur et dur du terme. Et qui là est hyper décomplexé. C'est-à-dire qu'il y a c'est par petites touches, mais il y a une scène, un moment où il trouve sur un parking un groupe de motardes lesbiennes. Et en fait, cette séquence donne juste l'occasion, il les regarde. Et au début, il dit vous avez besoin d'un coup de main, bonhomme. Il croit que c'est des mecs au début. Et puis elles disent non, mais en fait, on est des femmes. Et il les regarde, il fait ok. Et puis bonne journée. Et en fait, t'as des séquences comme ça qui sont, tu sens que il y a une sorte de sous-texte qui est je suis Clint Eastwood et je m'en laisse pas compter, et il y a tout un truc sur une vision de l'Amérique qui a pu le faire chier, en fait, je pense pendant les années Obama, qui rejaillit en fait là par petites touches, ce qui moi en tant que spectateur finalement je prends pas trop au sérieux. Je trouve que c'est plus l'occasion de c'est moins un statement politique que des sortes de boutades, et donc c'est assez intéressant en fait de voir un film qui est justement pas dans la tradition crépusculaire et humaniste des Mystic River, Million Dollar Baby, ces derniers grands films salués par la critique, mais qui est plus dans une forme de détachement qui malgré tout repose sur des qualités dramatiques et narratives extrêmement efficaces. Et c'est ça qui fait que le film tient un peu tous les chocs, même par rapport à son précédent, qui là avait des problèmes de ce côté-là. C'est que il y a une sorte de ligne claire narrative qui fait qu'on est tout de suite emporté par le personnage, qu'on est emporté par tout ce qui lui arrive, et que, à la fois c'est une illustration parfaite je pense, du point de vue de la sensibilité de Clint Eastwood sur le monde d'aujourd'hui, et en même temps, un film extrêmement captivant. Perrine ? Oui, je rebondis sur le côté portrait un petit peu d'Eastwood aussi, c'est-à-dire que clairement Eastwood, il y avait eu des articles, des choses comme ça, où il avait dit que tout le monde c'était un petit peu des snowflakes et qu'il en avait ras-le-bol, etc. Des Pussy Generation. Des Pussy Generation. Voilà. Il avait dit ça et ça lui avait été assez fortement reproché, et je trouve qu'en fait il est assez drôle par rapport à ça dans le film, c'est que clairement il est en train de vous dire je suis comme ça, je pense comme ça, puis alors en vrai, je vous emmerde un petit peu. Et puis par ailleurs, non, je suis pas. J'emploierai peut-être pas les bons mots qui vous font plaisir, mais ça ne veut pas dire que j'ai une haine de mon prochain ou un truc comme ça. Il dit, j'ai peut-être pas le bon vocabulaire, celui qui est
qui devrait être approprié, mais ça ne veut pas dire que le fond de ma pensée est négatif, ou voilà. Il est même plutôt amusant par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est assez drôle comme pied de nez. Ça me fait penser un petit peu de manière très très différente. Mais Lars von Trier, quand il a fait son dernier film, bien sûr, j'arrive pas à retrouver le titre, The House that Jack Built, où c'est pareil, Lars von Trier qui dit je suis déso mais pas déso, et allez tout vous faire voir, quoi. Et je trouve que ça me fait marrer. Ils ont l'âge, ils s'amusent, moi j'aime bien. Après, c'est vrai que quand Lars von Trier un peu plus jeune que Clint Eastwood. Oui, mais dans sa tête, il est vieux. Oui. Et donc, ce que j'avais vu dans la bande-annonce, en effet, le film n'est pas trop bande-annonce. Moi, je m'attendais un petit peu à un film un petit peu plus resserré sur cette histoire de drogue, en fait, vraiment un petit peu plus, sauf que finalement elle est très en retrait, cette histoire de drogue. C'est le cheminement du film, c'est la narration du film, mais c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois ce portrait de Eastwood, ce portrait de la famille, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on va regretter, qu'est-ce qu'on laisse, en fait, une fois on arrive en fin de course, parce que même s'il dit pas je suis mort, il dit pas du tout, mais il est conscient d'être en fin de course, c'est l'heure du bilan, et qu'est-ce qu'on laisse auprès des autres, qu'est-ce qu'on laisse comme marque. Et ça, c'est vraiment pour moi le sujet du film. Alors c'est vrai que derrière, si on est comme moi et qu'on s'attend définitivement à voir Narcos bis, bah non, c'est pas Narcos. Donc la drogue, on s'en tape un peu. Et c'est vrai que tout ce truc avec Bradley Cooper et Michael Peña sert à rien, en fait. Les agents de la DEA, voilà, Drug Enforcement Administration. Il sert pas beaucoup, en fait, ce truc-là. Ça donne lieu à une très jolie scène, à une scène incroyable entre Bradley Cooper et Clint Eastwood, qui aura un écho qui sera en miroir avec la fin. Mais sorti de ça, c'est vrai qu'en fait, finalement, presque ça vient gêner ce qui, pour moi, est le plus intéressant dans le film. C'est ce vieux monsieur qui fait le bilan de se dire, bon, bah voilà, j'ai vécu ma vie comme moi je l'entendais, et ça, je ne le regrette pas. Et qu'il ne faut pas regretter de vivre sa vie comme on l'entend. Parce que tout ça, on ne pourra pas le rattraper. En revanche, je reconnais aussi mes torts et je sais ce que j'aurais pu améliorer. Et j'essaie de sauver ça. Et je trouve qu'il y a cette idée de... Alors, je ne sais pas si par rapport à ça, je ne connais pas assez la vie de Eastwood pour savoir s'il y a une sorte de bilan personnel aussi derrière tout ça. Mais c'est ce que... Je trouve qu'à ce niveau-là, il touche à quelque chose d'assez universel et assez... Enfin, moi, je trouve assez émouvant. Et lui, avec son visage ultra marqué, ses yeux ultra perçants, il arrive à prodiguer une émotion permanente dans le film que j'avoue, depuis Gran Torino, et même plus que dans Gran Torino dans ce cas-là, en fait, précisément. Stéphane ? Alors moi, c'est marrant, je trouve que Perrine et David s'attendaient pas forcément à avoir un film aussi picaresque, parce que c'est quand même un peu le fonctionnement d'Eastwood depuis toujours, hein. C'est-à-dire que, en gros, tu peux faire des films ultra... par exemple, tu vois, un des exemples, c'est Sudden Impact. Tu vois, tu peux faire un film où tu as d'un côté un truc très très vicieux avec le personnage de Sandra Locke qui, bute des mecs dans les couilles parce qu'ils ont violé sa sœur catatonique, tu vois, ce qui est quand même assez se pose là quand même en lourdeur, en noirceur et tout. Et à côté de ça, tu as des scènes où il se balade avec son chien qui lâche des caisses, tu vois. Donc ça, c'est Eastwood tout craché, quoi. C'est-à-dire que le côté un peu picaresque, le côté un peu je prends la vie et je la jacte dans mes récits, c'est là. Donc moi, ça m'a pas plus surpris que ça, en fait, sur The Mule, même si c'est vrai que la bande-annonce vendait quelque chose de peut-être d'un poil plus crépusculaire, mais l'aspect crépusculaire est quand même un peu dans le film, et je trouve par rapport notamment en fait à la façon dont je pense que le problème d'Eastwood, enfin le truc avec Eastwood, c'est qu'en général, quand tu lui poses la question pourquoi vous avez voulu raconter telle ou telle histoire, sa première réponse, c'était une bonne histoire. Pourquoi vous avez voulu faire ce film ? C'était une bonne histoire. Et tu lui poses la question sur Dirty Harry, c'est ce qui te répond. Tu lui poses la question sur Impitoyable, c'était un bon scénario. Voilà. Oui. Et du coup, tu te dis, et là, le mec, il te fait un chef-d'œuvre avec ça, et tu te dis, bon, ok. Et du coup, il y a quelque chose derrière, en fait, où il habite littéralement, en fait, ce qui travaille dans les meilleurs cas, et c'est le cas là aujourd'hui, justement, parce qu'effectivement, c'est un film sur ce qui est dit pour le coup dans la bande-annonce, hein. Je veux dire, ses regrets, en fait, l'espèce de pas de désespoir, mais de mélancolie, en fait, qu'il met dans l'idée qu'il a raté sa vie parce qu'il a raté sa vie avec sa famille. C'est quelque chose qui est déjà, il s'est dit dans la voix off, en fait, de la bande-annonce, mais surtout c'est un truc, en fait, qui irrigue beaucoup de choses dans sa carrière, en fait, de l'air de rien, en fait. Quand tu regardes par exemple des films comme Impitoyable, où il parle de lui, en fait, il parle de la vieillesse, il parle de ce qu'il représente en tant qu'icône, il parle de tout ça. Quand on parlait de Mystic River et Bloodwork, c'est quand même un film où il meurt littéralement 2 fois à l'écran, hein, c'est-à-dire symboliquement, quoi. Il a une crise cardiaque au début, il a un rêve prémonitoire, enfin pas prémonitoire, mais il a un rêve où il meurt, et il parle de la mort. Et Mystic River, ce n'est que un film sur la mort, hein, c'est rien d'autre. Donc c'est des trucs qu'il travaille. Et cette notion, en fait, de passer à côté de quelque chose de sa vie,
c'est c'est la thématique principale de Sur la route de Madison. Hein. Donc tu te retrouves avec la femme de tes rêves absolue, même si ça dure qu'une semaine, quoi. Et elle va passer à côté de ça et elle va en vivre, elle va en crever en fait jusqu'à la fin de sa vie. Elle sait qu'elle est passée à côté de Clint Eastwood, quoi. Donc tous ces trucs-là, en fait, c'est des choses qu'il a traitées déjà plusieurs fois à travers son cinéma et qu'il réinsuffle là-dedans. Et effectivement, c'est le sujet principal. C'est-à-dire que le sujet principal, c'est effectivement pas les cartels, c'est même pas le mec, c'est juste un mec qui passe sa vie sur les routes parce qu'il veut pas être chez lui. Parce qu'il veut pas en fait voir comment il fonctionne avec sa famille. Voilà, donc c'est pas anodin en fait, comme il l'a déjà fait plusieurs fois d'ailleurs, hein, qui file un rôle principal à sa fille Allison, que on connaît les rapports de Clint avec par exemple avec Kyle, quoi, tu vois, qui sont compliqués aussi, son premier fils, tu vois. Il a eu 5, 6, 7 femmes, tu vois. Là, Sandra Locke est morte récemment. Ça a fait ressortir des articles en fait sur la façon dont il l'avait traité au moment où ils se sont séparés, qui est vraiment épouvantable. Hein. Il était épouvantable avec elle, quoi. Ça, c'est Clint Eastwood, c'est-à-dire que cette espèce d'image de facho qui se traîne et qui sait qu'il se traîne, hein, quand même depuis maintenant 50 ans, 45 ans, quoi. Bah, il s'en bat les couilles, ouais. Effectivement, il s'en bat complètement les couilles parce que en gros, il sait qu'il l'est pas déjà pour commencer. Ceux qui se tapent ses films, ils le savent qu'il l'est pas aussi, si tu veux, c'est ça aussi le truc, et que oui, il préfère jouer de cette logique-là. Je sais pas si c'est l'idéal américain, par exemple, le truc sur les lesbiennes, c'est une scène, mais il y a aussi une autre scène où il aide une famille sur le bord de la route, et en fait, il les traite de négros, quoi. Il dit, ça fait plaisir d'aider des négros, tu vois, et les mecs le regardent, ils comprennent pas, ils font, mais c'est qui ce... Genre, en fait, on n'a plus le droit de dire ça, il fait, ah oui. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le vieux monsieur, quoi. Il y a un truc de vieux monsieur assez drôle. Mais c'est pas Clint Eastwood, ça. Ça, c'est-à-dire qu'il en joue, et en fait, il le fait parce que Clint Eastwood, par exemple, il faut savoir que, par exemple, sur le tournage de Chasseur blanc, Cœur noir, justement, quand il se tournait en Afrique, quand t'as un membre de l'équipe qui a commencé à parler vertement en termes raciaux à des locaux, en fait, il l'a viré manu militari, quoi. Et en 2 secondes, 2 mots. You're fired, quoi, et c'était réglé. Donc c'est un mec qui fonctionne, enfin je veux dire, c'est un mec, c'est un truc où effectivement il va peut-être jouer un petit peu en réaction, mais c'est des petites touches, tu vois, comme il l'a fait dans Gran Torino, où là il poussait le personnage jusqu'au bout, mais en fait dans Gran Torino il le faisait aussi parce qu'il poussait encore une fois la logique que les gens lui accordaient, c'est-à-dire que l'inspecteur Harris c'est un facho, donc en fait techniquement il joue un facho, on va dire entre guillemets dans Gran Torino, et qui ne se rejette pas d'ailleurs, enfin qui se remet en cause, si tu veux, vis-à-vis de la famille qui va apprendre à connaître, mais jamais vis-à-vis de ses propres croyances. En fait, c'est ça aussi qui est très très fort avec Eastwood, c'est que cette espèce de logique individualiste, il l'a nourri en fait dans toutes ses subtilités, moi je trouve, justement, quoi. C'est-à-dire que je pense que c'est et c'est ça qui nourrit en fait encore une fois l'aspect dramatique du film, quoi. Il y a une scène superbe entre Eastwood et Diane West, quoi, qui est leur dernière scène dans le film, et qui est mais à pleurer, parce que alors bon, moi j'avoue que les histoires de gens qui se retrouvent 70 ans après, tu vois, et qui en fait c'était l'amour de leur vie, moi ça me touche beaucoup, tu vois. Il y a beaucoup de scènes comme ça, je me rappelle de ça dans Cloud Atlas par exemple, ce genre de choses, quoi. Je trouve ça vraiment très très émouvant, quoi. Mais là c'est incarné, en fait, si tu veux. Tu sens que c'est limite, il parle à sa première femme, en fait, presque, tu vois, je veux dire, et il le sait, il sait que cette espèce de personnage un peu, parce qu'on parle du côté un peu réac, voilà, mais il y a aussi ce côté où il va aux putes, enfin tu sais, où il drague les gonzesses, etc. Et ça c'est Clint Eastwood aussi, c'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, c'est un rôle qu'il a souvent joué, jusqu'au point de la caricature. Moi je me souviens dans Jugé coupable, où il faisait un peu le vieux beau avec les nanas, on lui dit, ouais, mec, elles ont 30 ans de moins que toi, c'est chaud quand même, tu vois. C'est un peu, c'est surtout que t'as envie de lui dire, ouais, ok, t'es Clint Eastwood, donc certes, tu vois. Je veux dire, elles ont 60 ans de moins que lui. Non, là c'est des nanas qui ont 40 ans, mais le truc c'est que c'était ça en l'occurrence dans Jugé coupable, mais pas là. Mais le truc c'est qu'il y a ce comment dire, il y a tout ce truc où il sait qui il est. Ça c'est une évidence, et c'est ce qu'il injecte en fait dans le film. Encore une fois, la relation avec Alison Eastwood, enfin sur le papier quand tu regardes les scènes, ça tient sur rien, hein. Si c'était pas Alison Eastwood qui jouait le rôle et Clint Eastwood en face, ça aurait beaucoup moins de résonance finalement, en fait. Mais ça, cette résonance-là, parce que, comme tous les bons cinéastes, en fait, il sait capitaliser sur ce qu'il a créé, il sait qui il est, il sait quelle icône il représente, et il l'utilise en fait pour le récit, quoi. Et à la fin, je pense effectivement que si Eastwood, qui est quand même un homme de peu de mots, doit résumer les choses, c'est oui,
c'est une bonne C'est une histoire. bonne histoire. Et sauf que lui, en fait, il la raconte bien, quoi. C'est ça le truc. Et il sait comment bien la raconter, il sait comment traiter le truc, quoi. Donc voilà, ouais, moi je trouve que c'est un film assez formidable. Je sais pas si ça sera la dernière fois qu'on va le voir sur grand écran, quoi, lui. Maintenant, il faut avouer que Clint Eastwood à 90 ans, c'est un peu comme le fameux adage sur les femmes de plus de 40 ans à Hollywood, quoi. Pour lui aussi, ça devient compliqué de lui trouver des rôles en fait qui fit, quoi. Tu vois, voilà. Enfin, même si je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour Clint Eastwood aujourd'hui que pour les femmes de 40 ans, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Mais le truc, c'est que, enfin, c'est L'inverse. non, ce que je veux dire, ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est que en gros, c'est pour les femmes de 40 ans, c'est un problème, quoi, et ce qui ne devrait pas en être un d'ailleurs. Mais le truc, c'est que en gros, voilà, enfin, Eastwood, il faut le caser maintenant, il faut arriver avec ce qu'il représente, avec tout ça, quoi. Et d'ailleurs, Une Nouvelle Chance, ça marche. Enfin, lui, il est sympa dedans, mais ça marche pas super bien, quoi. Donc, enfin, le film est pas super intéressant. Si c'était pas lui, on le regarderait pas, quoi. Donc là, voilà, il porte tout ça et il le mène, moi, je trouve, à un certain, comment dire, un certain paroxysme, quoi. Il y a un David. truc intéressant sur. Alors, je sais plus si on l'a dit au début que c'était adapté d'une histoire vraie. Non, mais je l'ai sous-entendu. Ouais, en mais- tout cas, c'est adapté d'une histoire vraie avec voilà, quelques ajustements qui permettent de mettre en place le personnage. Et ce que je trouve intéressant, en fait, c'est quand on regarde l'ensemble de l'histoire, c'est que c'est vraiment c'est l'anti-Breaking Bad. C'est-à-dire que c'est vraiment le schéma de personnage complètement opposé. C'est-à-dire que c'est un type irascible à la base, entouré, enfin justement pas entouré d'une famille qui peut plus le saquer et qui va presque par le trafic de drogue réussir à résoudre ses problèmes et surtout assumer les conséquences jusqu'au bout et sur tous les aspects en fait ça s'oppose complètement au anti-héros qu'est Walter White dans Breaking Bad. Et il y a un truc qui est un peu enfin une forme de contre-pied sur l'air du temps que je trouve assez intéressante et puis il y a un truc enfin à travers ce que fait le personnage donc qui est horticulteur et le film s'ouvre sur une scène qui est même avec la caméra qui est à hauteur des fleurs et puis on le voit sortir de la serre avec une fleur qui va emmener au concours et se termine sur un plan dans la prison où pareil il reprend le jardinage et ça c'est un truc aussi qui est je pense un peu à creuser métaphorique et philosophique du cultiver votre jardin qui est vraiment un truc de Eastwood, c'est-à-dire que dans un monde où on essaye de vous imposer quoi que ce soit, en fait déjà essayez de bien faire votre propre chemin, d'assumer ce que vous avez causé à la société, d'assumer ce que enfin vos comportements par rapport à votre entourage, à votre famille, à vos amis, etc. Assumer éventuellement les moments où vous avez contrevenu à la loi, mais au final gérer d'abord votre truc bout de jardin. et c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Perrine. Oui, je suis d'accord avec ça, mais surtout, ce qui est intéressant avec... parce que tu parlais de Breaking Bad, c'est vraiment l'idée du trafic de drogue comme service à la personne, c'est-à-dire comment s'en sortir. Le nouveau pôle emploi, c'est le trafic de drogue. Et je trouve ça intéressant, en fait, aussi, ce point de vue-là, de la part de Clint Eastwood, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc déjà, il filme beaucoup ces grands espaces de l'Amérique. On a des plans de route à n'en plus finir dans le film, et moi, je trouve ça très agréable, parce que c'est pas l'Amérique de New York, c'est pas l'Amérique de tout ça, c'est vraiment cette Amérique des grands espaces et encore une fois de la route, parce que la route c'est essentiel aux États-Unis et de dire que l'État ne peut plus subvenir, ne peut plus aider et que si des gens vont contre la loi, donc font du trafic, c'est parce qu'à un moment donné c'est c'est presque la seule porte de sortie en fait, et c'est assez terrible qu'à un moment de se dire que c'est seulement par l'illégalité qu'on peut s'en sortir. Et en même temps j'aime bien ce discours là dans le sens où il dit qu'il n'a pas de jugement vis-à-vis de ces gens là. C'est assez intéressant, c'est à dire qu'on a tendance à vouloir mettre les gens dans des catégories, de se dire si tu fais du trafic de drogue c'était un sale type ou j'en sais rien, enfin essayer de catégoriser des gens, et là il est en train de dire non en fait, c'est à dire que littéralement n'importe qui peut le faire, puisqu'à un moment donné il y a un tel désespoir, il y a une telle nécessité que c'est la seule chose qui va finir par nous tendre la main ou apporter une forme de réussite, quoi. Le rapport au travail aux États-Unis est quand même assez différent qu'en France. Ils ont un truc aussi où il y a beaucoup, enfin le black par exemple, c'est beaucoup plus prononcé aux États-Unis mais c'est qu'en intéressant France. parce que le trafic de drogue a une telle importance aux États-Unis, parce qu'avec la DEA, etc. Enfin, c'est vraiment la guerre contre la drogue, c'est très très important, surtout d'autant plus avec la proximité avec le Mexique et l'histoire de l'autre qui veut faire son wall là. Je trouve que c'est même un message adressé à Trump, le film, en même temps, en disant c'est bien mignon de
de t'en prendre aux Mexicains, mais en vrai, le problème, il est partout. Et en fait, le problème, il est créé par une nécessité autre, une nécessité de survie. Et je trouve que c'est intelligent comme propos de dire ça. Et c'est, au bout d'un moment, il n'est pas en train de marginaliser des gens. Enfin, après, il a voté Trump. Hein. Eh ben oui, mais au bout d'un moment, j'espère qu'il peut se rendre compte que tout ce qu'il a aimé dans Trump n'est pas, enfin, tout ce que dit Trump n'est pas quelque chose qu'il peut aimer. Particulièrement, mais je crois que son discours à l'époque, c'était justement qu'il voulait pas voter pour Hillary, tu vois. Ce qui se comprend aussi pour moi, mais bon. Mais bon, après, voter Trump, mais dans les deux cas. Mais pour moi, il y a quand même un discours. Voilà. Mais que ce soit volontaire ou pas pour Trump, moi je trouve qu'il y a quelque chose quand même qui vient en contrepoint de ce que dit Trump à l'heure actuelle, de dire voilà, bah non, arrêtez de vous en prendre toujours à la même personne. Il est toujours en contrepoint à tout le monde. Hein. C'est ça, non, il est d'accord avec lui-même, point barre. Il trace sa propre route, effectivement. Pour terminer, chers amis, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations dans l'univers de votre choix, Eastwood ou autre, parce que vous le savez, vous êtes totalement libre. Tiens, Perrine. Eh bien, donc parce que j'aime beaucoup le film et que j'ai juste eu ce manque de cartel, qu'il n'y en a pas assez pour moi, bah, je recommande toutes les saisons de Narcos. Okay. Non, on va aller la saison 4 parce que c'est sur la naissance des cartels au Mexique. Donc voilà, ça va bien avec le film si vous êtes en manque de trafic de drogue, de cartels et de cocaïne. Très bien. David ? Moi, je suis en grosse galère sur les recos parce que bon, c'est vrai qu'on a Fais comme moi. recommandé quelques. Fais comme moi. Non, j'allais dire, on a recommandé quelques films de Clint Eastwood, je crois, au cours de l'année dernière, ouais, notamment près, par un certain Stéphane Moïsakis, qu'on a recommandé 75. Donc bon, je vais pas recommander un Clint Eastwood. Après, Clint a fait des centaines de films. Du coup, je suis parti sur des réflexions de trucs que j'ai vus récemment, et en fait, j'ai pas vu grand chose que j'ai beaucoup aimé, et donc je vais recommander en fait les deux premiers épisodes d'une série que je conseille d'arrêter ensuite. C'est Killing Eve. Je sais pas si elle a été déjà recommandée dans nos ciné. C'est une série. C'est une série anglaise avec Sandra Oh qui. Phoebe Waller-Bridge. Créée par Phoebe Waller-Bridge, qui est connue pour, comment ça s'appelait ça? Fleabag. Pour Fleabag, qui pour le coup est une très bonne série. Et en fait, j'étais hyper emballé par les deux premiers épisodes qui en fait posent une sorte de track. Donc en fait, Sandra Oh qui bosse pour les services secrets britanniques, qui à la recherche d'une tueuse en série hyper pro et qu'on suit dans d'autres scènes et qui a l'air un peu d'avoir un grain. L'actrice par ailleurs, dont j'ai oublié le nom, est super, et elle a un nom bizarre, je me souviens plus de son nom, et en fait progressivement, donc c'est une série assez courte, les séries britanniques souvent là je crois que c'est 8 épisodes. Le problème, c'est qu'en fait, au-delà de ce point de départ qui est hyper sexy sur le papier, de cette track d'une tueuse et du côté pervers de la tueuse qui va aller jusqu'à s'inviter chez celle qui est en train de la traquer, en fait ça tourne très vite un peu à vide, donc la déception de la deuxième partie de saison était à la hauteur du potentiel que j'y voyais au début, mais ça se regarde quand même les premiers épisodes. Les deux premiers épisodes. Voilà une reco un peu pourrie. Voilà. C'est une reco. Il y a des films de Clint Eastwood en demi-teinte, on va dire, mais ça peut arriver. Oui, parce que qu'est-ce qu'on fait là? Alors bon, on y retourne, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Le truc, c'est que, est-ce qu'on va recommander 15h17 pour Paris? Tu pourrais recommander 15h17 pour Paris, par exemple? Non, toujours pas. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des petits malins qui avaient défoncé le film l'an dernier chez nos cinés, ce qui est quand même malheureux, quand même. Non, moi, je voulais parler d'un film dont on parle pas assez dans nos cinés, qui est Anaconda, de Luis Loza, dont il faudra à un moment donné ramener la valeur. Alors, tu sais que tu n'es pas sans savoir que Jon Voight joue un des méchants, enfin le méchant principal à côté du serpent dans Anaconda. Tout à fait. Et que en fait c'est un rôle qui a failli échoir il a été proposé en tout cas à Tommy Lee Jones, à des mecs comme ça, etc. Je suis très étonné qu'il ne l'ait pas proposé à Clint Eastwood. Ils l'ont sans doute proposé à Clint Eastwood. D'où Marocco. Ouais. Tu vois, voilà, il y a toujours une connexion. Everything is connected. Tu vois, et d'ailleurs, je pense que Jon Voight lui-même joue une espèce de version dégénérée de Clint Eastwood. Tu vois, à plisser des yeux, à ouvrir la bouche, à montrer ses gencives, à pointer des
dedans, à être Quand il dit à ultra. l'Anaconda, Command Punk, Make My Day, ça va. Je sais pas si je me rappelle plus s'il dit ça, mais voilà. Mais de toute façon, il y en a tellement des scènes coupées dans le film, ce qui justifiera toutes mes recos à venir pour les 6 mois qui viennent là. Je pourrais dire, il y a cette scène coupée aussi, rappelez-vous, tu vois, quand on parlera de je sais pas moi, d'un Claire Denis. Et voilà. Et donc du coup, il y a cette espèce de sur-parodie de Clint Eastwood en fait. J'ai envie de dire, enfin sur-parodie en même temps. D'un autre côté, il est assez impérial, John Voight dans le film. On en reparlera. Tout à fait. Une prochaine fois, je pense, tu vois, parce qu'il faut toujours parler d'Anaconda de Luis Loza, quoi. Oscar du meilleur film 1997. Exactement. Voilà. Formidable. Il a gagné contre le patient anglais. Dans ta tête et dans ton cœur. Dans mon monde alternatif. Dans le Mosekisverse, si ça existe. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Quentin, à la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.